but de l'exercice était d'augmenter le nombre de députés, mais en l'absence de consensus, le projet a été amendé et le statu quo maintenu. Avec nous, M. Aïmerou Gningue, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Omar, je voudrais d'abord profiter de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter un bon ramadan aux musulmans du Sénégal et du monde et en même temps souhaiter joyeuse Pâques à la communauté chrétienne du Sénégal et du monde. Merci, merci Président. Alors, 265, le nombre de députés devait passer à 172, donc plus 7 sièges. Avant de revenir sur l'hypothèse qui a été reçue, qui a été retenue autant pour moi par la majorité, d'abord, qu'est-ce qui devait justifier cette augmentation? C'est juste une question purement technique. Et nous avons eu d'ailleurs, avec la présence du ministre de l'Intérieur, une explication très claire. Vous savez, ce qui détermine la répartition des députés, aussi bien au niveau du scrutin majoritaire comme du scrutin proportionnel, est contenu dans le Code. Le Code dit, en son article 151, que dans chaque département sont élus au plus 7 députés et au moins un député. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, le Code dit qu'à chaque fois qu'un département a plus de 170 000 habitants, il faut que ce département puisse bénéficier de 2 députés. Voilà la vérité des chiffres. Donc ce calcul-là ne devrait être qu'un calcul arithmétique. Je veux dire, si vous avez 46 départements pour lesquels chaque département a au moins un député, vous avez 46 députés. Si vous avez 36 départements qui font une population dans chaque département de plus de 170 000 habitants, vous avez aussi 36 députés qui viennent s'ajouter aux 46. Ce qui veut dire qu'au total, vous avez 82 députés déjà sur les 90. Autrement dit, si on veut garder les avantages acquis au niveau de certains départements, comme Dakar, comme Pikine, comme Mbacké, parce qu'on ne devait pas toucher, en tout cas, aux avantages acquis de ces départements en réduisant le nombre de députés qui leur étaient affectés, la logique aurait voulu qu'on augmente de au moins 7 députés la représentation nationale. On devrait donc passer de 165 députés à 172. Sur le bien fondé de ce calcul, je crois qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est arithmétique. Et quand on est dans le domaine de la science et de la mathématique, on ne peut pas tergiverser. D'accord. Plus concrètement, j'ai écouté le ministre de l'Intérieur dire qu'en vérité, on devait tenir compte de l'érection de Keur Massar en département et des disparités à corriger à Mbour et Thiès. C'est ça. Exactement. Oui, parce que, comme vous le savez, j'ai parlé tout à l'heure de 46 départements. Ça veut dire que j'ai intégré le département de Keur Massar, qui est une nouvelle création. Donc, dans le calcul que je faisais tout à l'heure, je l'ai intégré. Absolument. Mais il y a cela aussi, que nous avons certains départements, comme le département de Thiès et le département de Mbour, je ne vais pas revenir sur l'histoire pour laquelle on avait enlevé en tout cas des députés dans ces différents départements. La réalité est que chacun de ces départements pèse plus de 800 000 habitants. Est-ce qu'on devait continuer à garder pour 800 000 habitants 2 députés? Donc il fallait aussi qu'on apporte des corrections. Vous savez, quand nous avons fait le choix de mener des politiques de décentralisation et que le président de la République a introduit la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, c'était d'abord de corriger, en tout cas les disparités, de corriger un certain nombre de déséquilibres qu'il pouvait y avoir au niveau de notre pays, entre les départements, entre les villes, entre les communes. Et c'est là qu'on est entré d'ailleurs dans la communalisation intégrale. Voilà les raisons pour lesquelles il fallait aussi corriger, ce qui veut dire que mathématiquement, il n'y avait même pas matière vraiment à débattre. Il y a une loi. Si on applique la loi, automatiquement, on devrait déboucher vers une augmentation du nombre de députés de 7 unités. Oui, mais normalement, toujours en se basant sur peut-être les éléments démographiques, aujourd'hui, la population a augmenté, c'est vrai. Normalement, on devrait avoir combien de députés, objectivement? Écoutez, si on s'en tient justement à ce qu'on appelle le quotient national, comment calcule-t-on le quotient national?
on devrait prendre la population du Sénégal, qui est une population aujourd'hui de plus de 17 700 000 et des poussières, divisé par les 82 députés, ça nous donne un quotient national. Et à chaque fois que ce quotient-là, une population fait autant de fois ce quotient, vous devriez avoir un député au niveau du scrutin majoritaire. Ce qui, normalement, devrait nous amener aujourd'hui à une assemblée qui devrait être composée au minimum de 190 députés. Voilà la vérité des chiffres. Maintenant, nous sommes à 165. Pour arriver à ce chiffre, peut-être que demain, on va y arriver, il va falloir que les acteurs politiques se mettent autour de la table, en discutent, mais de façon responsable aussi, prennent les bonnes décisions. Et qu'on s'écarte véritablement du populisme ambiant qui fait que, voilà, on veut dire, voilà, on est en train de créer des charges supplémentaires. Non, la démocratie, comme je l'ai toujours dit, a un coût. Il faut, par contre, que les acteurs politiques se mettent d'accord pour qu'ensemble, nous puissions faire face et prendre les mesures de correction qui s'imposent. Mais venons-en justement, que s'est-il passé? Parce que si on comprend bien, avant d'arriver à cette plénière, il y a eu une commission qui s'est réunie. Bien avant la commission, le dialogue national, normalement, devait entériner ça. Parce qu'on a parlé de consensus. Que s'est-il passé exactement? Alors, c'est très simple. Le ministre de l'Intérieur a dirigé des rencontres avec les pôles politiques. C'est des débats qui ont duré un mois. Et d'après ce qu'a dit le ministre, et personne ne l'a contesté, il y a eu 4 séries de rencontres. Séries de rencontres au bout desquelles une décision unanime avait été prise de dire que bon, tout le monde a compris qu'il fallait augmenter les députés. Il fallait augmenter les députés d'un nombre de 7. Et qu'il fallait aussi prendre des mesures pour que l'augmentation des députés ne puisse pas entraîner des charges. Bon, je ne comprends pas d'ailleurs, moi personnellement, comment on peut augmenter les députés et dire que ça ne va pas augmenter de charges. Ça va forcément augmenter. Voilà, mais voilà ce qui a été dit. Maintenant, à partir du moment où on a un consensus, ce à quoi on s'attendait, nous, à l'Assemblée nationale, c'est que ce consensus se traduise au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le lieu par excellence du débat démocratique et politique. À partir du moment où nous sommes venus à l'Assemblée nationale, nous avons traité cette question en commission. En commission, nous avons discuté en long et en large sur l'opportunité de l'augmentation des députés. S'il y a en plénière des voix discordantes qui disent que, voilà, en mettant en avant justement les positions que j'appelle populistes, pour dire que, ben voilà, on est en train de gonfler les frais de l'Assemblée nationale, on est en train, les priorités sont ailleurs. C'est à partir de ce moment-là que nous avons dit, nous ne pouvons pas travailler avec des acteurs politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui sont d'accord à l'intérieur et dès qu'on vient au niveau de l'Assemblée nationale, sous quelque prétexte que ce soit, viennent faire justement la politique qui consiste à dégager en touche et à dire que c'est la majorité qui veut augmenter de façon mécanique le nombre de députés. Maintenant, quand cette question s'est posée et que le débat a été posé, à la fin de la séance, j'ai personnellement demandé à l'opposition et les non-inscrits qui étaient dans la salle d'aller se concerter pour qu'ils puissent trouver une position unanime sur la question de l'augmentation des députés. Et j'ai dit que c'était une condition qui n'était pas négociable. À partir du moment où on ne pouvait pas trouver justement cette unanimité, j'ai demandé, puisque la loi nous le permettait, de prendre les 7 députés sur la liste proportionnelle. Ce qui veut dire qu'on garde le même, on ne pénalise aucun département parce que, voyez-vous, Yoro, allez expliquer aux populations de Médina Yoro Fula, qui ont quand même une population maintenant qui dépasse 170 000 habitants, que oui, mais vous dépassez 170 000 habitants, mais on ne va pas vous donner de députés, on va garder simplement un député. Ce n'est pas équitable. Et quand on veut traiter les choses avec équité, il faut le faire de façon à ce que chacun ait ce dont il a droit. Voilà ce qui a été fait, et c'est la raison pour laquelle la seule mesure qui faisait d'ailleurs partie des hypothèses de discussion du ministère de l'Intérieur, il y avait aussi une hypothèse qui disait, et on pouvait aussi rabaisser les députés de Dakar, les députés de Mbaké et les députés par exemple de Pikine pour pouvoir justement servir les autres. Mais comme tout le monde était d'accord que les avantages acquis, on n'y touche pas,
Donc le seul élément qui nous restait, qui était le levier sur lequel on pouvait en tout cas s'ajuster, c'était la liste proportionnelle. Donc ces amendements que vous avez introduits faisaient partie des hypothèses. Ça ne tombe pas comme ça ex nihilo. Ah non, 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 ça faisait partie des hypothèses de travail dès le départ. Oui. Parce qu'il y avait 4 hypothèses qui étaient posées. Oui. Ces 4 hypothèses ont été clairement définies. À partir du moment où on a dit qu'il fallait absolument qu'on augmente le nombre de députés, il y avait une hypothèse qui disait soit on relève le niveau qui doit permettre au département d'avoir 2 députés. Par exemple, on le passe de 170 à 200 000 ou à 250 000, ce qui serait un filtre aussi. Oui. Ou bien on baisse le nombre de députés qu'il y a dans certains départements dont le quotient justifie qu'il ait ce nombre de députés, prenons le cas de Dakar, ou bien justement on augmente les députés, c'était la 3e hypothèse, et la 4e hypothèse, c'est qu'on prenne ce dont on a besoin au niveau de la liste nationale. C'est cette hypothèse-là finalement qui a été retenue, en tout cas nous par notre majorité, pour introduire un amendement pour qu'on reste à 165 députés sans pénaliser les autres départements qui aujourd'hui doivent avoir plus de députés. Ok. Finalement, comment va se faire la répartition? On est toujours à 165, mais si on comprend bien, c'est au niveau de la proportionnelle majoritaire qu'il va y avoir une soustraction, c'est ça? Oui, mais tout ceci, Omar, aussi est réglé par la loi. Vous savez, on a une loi. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand une loi est bonne, il faut l'appliquer. Quand elle est mauvaise, il faut l'abroger. Or, la loi électorale, elle est bonne. En son article L153, la loi dit le système de répartition de la proportionnelle se fait aussi sur la base du quotient. Ce quotient, comment on le calcule? On prend le nombre de suffrages qui est donc exprimé, qui est légalement exprimé, qui est normalement exprimé, et on le divise par le nombre de députés. Tant qu'on était 60, ce quotient, il était d'un certain niveau. Aujourd'hui que le dénominateur baisse, ce quotient va être plus important. Et c'est ce quotient-là qui va permettre de déterminer ce que chaque coalition a comme nombre de députés. Maintenant, ce qui reste va être donné au plus fort reste. C'est ce calcul-là qui a toujours été fait. Mais évidemment, aujourd'hui que le dénominateur a baissé, le quotient, il va augmenter. Ce qui veut dire qu'il sera beaucoup plus difficile aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir bénéficier d'un plus fort. Ça ne donne pas de chance au petit parti, absolument. Vous savez que dans l'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, beaucoup bénéficient du vous avez plus fort reste. Au moins une dizaine de députés qui ont bénéficié du plus fort reste pour siéger à l'Assemblée nationale. Mais ça, si on suit bien la logique, c'est plutôt l'opposition qui devait peut-être bénéficier de cette augmentation. Oui, vous savez, moi, je n'étais pas dans ces concertations, mais notre pôle était certainement représenté par le pôle de la majorité. Il me semble que même la proposition d'augmenter les députés venait de l'opposition. Mais le problème est que quand vous prenez une position, il faut l'assumer. Il faut accepter de l'assumer. Vous ne pouvez pas dire quelque chose quand vous êtes à l'intérieur et quand vous êtes dehors, tenir un autre discours. C'est là où je dis que le discours populiste est le principal ennemi de la démocratie. Il faut que, quand il faut faire des choses, surtout quand la loi le permet, qu'on puisse se mettre autour de la table, en discuter sereinement et prendre les décisions et les assumer ensemble. Quand on ne peut pas le faire, il ne faut pas donner son visa. Voilà, la question est aussi simple que cela. Maintenant, comme je l'ai expliqué, cette question du nombre de députés est une question purement technique, ça n'a rien de politique. Si on est d'accord, on le règle de façon technique, et en ce moment, le mécanisme d'augmentation, il est assumé par l'ensemble des députés, on a une unanimité sur la question, mais à partir du moment où il y a des discours populistes qui veulent dire, parce que c'est dans l'air du temps, oui, on est en train de créer... Oui, c'est les deux arguments d'ailleurs. Non seulement il parle d'une décision unilatérale, mais que ça a des incidences financières. Alors la majorité a pris ses responsabilités en disant, mais écoutez, restons au niveau de 165 députés, comme on a été, parce qu'il y avait une autre hypothèse, c'était aussi de baisser les députés de la diaspora. Et ça aussi, ça a été. Mais le président de la République a dit, ah non, c'est un acquis, ça c'est un acquis. C'est un acquis, on n'y touche pas. Alors, il a dit que cette question-là, on ne peut pas toucher aux députés de la diaspora, parce que, comme on le dit souvent, c'est la 15e région du Sénégal, il faut leur garder leurs députés. Donc, la question est qu'il faut
se départir de ce discours populiste qui est un Donc, discours en restant sur le statu quo, 165 députés, la majorité veut dire que pratiquement elle n'a rien à perdre, ni à gagner. Mais nous n'avons rien à perdre. Nous avons un système d'élection qui est fiable. Je crois que personne ne revient là-dessus. Nous ne sommes pas des magiciens pour savoir qui va gagner demain Dakar, qui va gagner Mbaké, qui va gagner Tivaouane. Ça, on ne le sait pas. Mais quand on légifère pour la postérité. On ne légifère pas pour soi-même. Ce que nous sommes en train de faire, personne ne peut se projeter pour dire que tel ou tel département va être gagné par tel ou tel. Nous sommes dans une compétition électorale. Nous mettons les bases de la compétition parce que tout ceci doit être fixé par décret. En fait, c'est un décret du président de la République qui va fixer la répartition. Mais cette répartition, elle est déjà encadrée par la loi électorale. Voilà les raisons pour lesquelles je crois que si on était tous responsables, ce débat n'aurait même pas dû se poser. Mais maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, nous avons voté la loi, c'est une bonne loi, et que maintenant, au niveau de la liste proportionnelle, il y aura 53 députés, et les départements qui étaient pénalisés vont retrouver en tout cas leur nombre de députés, comme l'avait souhaité la politique d'équité que le président de la République a mise en place au niveau du Sénat. Le problème donc est réglé, mais aller chercher le consensus, c'est vrai, c'est l'idéal parce qu'on est en démocratie et c'est ce qu'il faut. Mais on a aussi parlé de ce protocole de la CEDEAO qui contraint les parties prenantes à aller vers le consensus. Oui, mais parce qu'en réalité, si le consensus tel que dégagé au niveau du ministère de l'Intérieur s'était traduit par les mêmes comportements au niveau de l'Assemblée nationale, la question ne se poserait pas. Oui. Parce que le Sénégal est un pays de droit. Je rappelle, Omar, le Sénégal est le seul pays qui a inscrit dans sa constitution qu'il est prêt à renoncer à une part de sa souveraineté pour vraiment un État fédéral. Aucun autre pays ne l'a fait. Donc on n'a pas de leçon à tirer de qui que ce soit sur ces questions d'organisation régionale et communautaire. Le problème est qu'au niveau de l'Afrique, au niveau de la CEDEAO, nous n'avons pas un système électoral qui est un système électoral commun. De ce point de vue-là, les États organisent leurs élections comme ils le peuvent. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir un arrêt de la CEDEAO qui puisse contraindre le Sénégal à appliquer les lois qui sont votées. Ouais, là, on vient, vous nous donnez l'occasion. Surtout une loi organique. Oui, vous nous donnez l'occasion justement de parler du parrainage. Là aussi, il y a un argument de l'opposition qui dit justement que c'est une façon de filtrer des listes à des fins politiques. Oui, vous savez, le malheur dans ces choses, c'est que quand on vous dit, quand on rend une décision de justice ou quand on rend une décision politique, quand ça vous arrange, vous applaudissez. Quand ça ne vous arrange pas, vous criez toujours pour dire qu'il y a de l'injustice. Cette loi sur le parrainage, encore une fois, la démocratie se nourrit de ses expériences. Moi, j'ai vécu les élections de 2017, où on avait 47 listes qui étaient en compétition. Il est impossible d'organiser une élection avec 47 listes. Ce n'est pas possible. Le temps ne peut pas le permettre, à moins d'organiser une élection pendant 3 jours ou 4 jours. Ce qui serait la fin du monde, parce que ça va créer une désorganisation telle que notre démocratie même serait en péril. Voilà les raisons pour lesquelles le système de parrainage, qui est un système de filtre, d'abord, il existe dans notre Constitution depuis très longtemps et dans notre code électoral. Personne ne peut dire ce que nous avons fait en 2018, c'est l'élargir au niveau de toutes les élections et l'élargir aussi au niveau de tous les candidats. Avant, ce filtre-là ne s'appliquait qu'aux candidats indépendants. Aujourd'hui, il s'applique aux partis politiques et aux coalitions de partis politiques. Je pense que c'est l'une d'ailleurs des réformes dont je suis le plus fier, parce que ça permet à notre démocratie de se fortifier. Ça permet à notre démocratie de pouvoir continuer d'exister, de s'exercer dans la plénitude du choix, en tout cas, que font les Sénégalais pour ceux qui veulent ou ceux qui doivent leur gouverner. Voilà les raisons pour lesquelles cette loi, qui est une loi sur le parrainage, est une excellente loi. C'est une bonne loi. Et en tout cas, l'expérience des élections présidentielles l'a montré. J'espère que aussi l'expérience de ces élections législatives vers lesquelles nous tendons le 31 juillet vont montrer que... Et je ne vois pas d'ailleurs, honnêtement,
d'observateurs sérieux qui contestent véritablement le parrainage. Voyez-vous, Omar, et ça je le dis aux Sénégalais, nous sommes un pays de 17 700 000 habitants. Nous avons 337 partis légalement constitués. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le plus gros scandale? Voilà un scandale. Nous avons 55 syndicats de l'enseignement. Mais voilà un petit pays. Mais comment voulez-vous organiser des choses sérieuses quand vous avez en face de vous 337 partis politiques? Quand, par exemple, des questions d'éducation se posent et que vous devez avoir 55 quand même interlocuteurs qui sont tous des syndicats. Et les syndicats sont d'égale dignité. Mais faisons de sorte quand même que ceux qui peuvent se regrouper se regroupent. Prenez un pays comme le Nigeria, qui fait plus de 200 millions d'habitants. Il y a un seul syndicat de l'enseignement. Mais il a une force suffisamment représentative et une taille critique telle que, mais forcément quand il se met avec le gouvernement, quand il discute, on va vers des convergences et des points de solution. Mais on ne peut pas discuter avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut faire la différence entre démocratie et démocratisme. D'accord. Et même si, comme ils le disent, une décision d'une justice communautaire l'exige, il n'y a pas à changer? Non, ça ne peut pas. Parce qu'une décision, vous savez, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Comment voulez-vous qu'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO puisse s'appliquer sur, par exemple, l'exécutif sénégalais? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que d'abord, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Et je n'ai jamais vu un arrêt de la Cour de la CEDEAO qu'on a obligé, en tout cas, un pays à l'exécuter. Ça n'existe pas. Parce que véritablement, nous sommes maîtres de notre système démocratique. Nous sommes maîtres aussi des choix que nous faisons pour assurer la démocratie. Dans ce domaine, nous n'avons de leçons à prendre de personne. Le Sénégal est un pays qui a connu des alternances démocratiques, n'est-ce pas? Nous en avons connu combien? 3. Avec 2, avec Abdoulaye Wade, avec le président Macky Sall. Donc, le système démocratique, ces élections locales qu'on vient de boucler, vous n'avez pas entendu. Tout le monde, de façon unanime, a félicité le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des élections avec la Direction générale des élections pour la qualité quand même de l'organisation de ces élections. Nous avons une administration équidistante qui travaille, qui connaît bien les textes, qui organise les élections et ma foi, ça se fait très bien comme dans d'autres pays démocratiques. Et dans ce domaine, nous n'avons pas de complexe parce que nous avançons sereinement. Alors, en vue de ces élections législatives, évidemment, tout le monde se prépare, la majorité notamment. Il y a une sorte de remobilisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de leçons qui ont été tirées des élections locales? Suffisamment de leçons, je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que nous avons un patron dans notre coalition, qui est le président Macky Sall, et qui a dit qu'il voudrait que durant ces élections législatives, que nous allions en bloc. J'ai toujours l'habitude de répéter ce que le président Niass m'a appris en disant Benno Bokk Yakaar, c'est comme un navire. Il dit que nous avons un navire solide, c'est Benno Bokk Yakaar. Nous avons un capitaine intrépide, c'est le président Macky Sall. Mais il nous faut maintenant une équipe plus soudée. Et c'est là où le bas blesse. Autant j'ai compris au niveau des élections locales que c'était des personnalités qui s'exprimaient dans leur terroir, autant pour une élection législative qui est capitale. Parce que cette élection législative conditionne aussi la continuité des politiques publiques que met en œuvre le président de la République depuis 2012 et qui a donné des résultats tangibles et des résultats importants pour les Sénégalais, en tout cas aussi bien les Sénégalais de Dakar que les Sénégalais de l'intérieur. Si nous voulons que cette politique puisse aller à terme et qu'en 2024, nous puissions encore faire un bilan devant les Sénégalais, je crois que nous avons besoin de conforter la majorité du président de la République pendant cette élection. Et ça nécessite un bloc soudé. Vous faites allusion peut-être à ces listes parallèles qui étaient en cours aux élections locales. Oui, je crois que les responsabilités, les leçons seront tirées et puis les responsabilités aussi situées de façon à ce que partout où nous avons en tout cas des personnes investies pour diriger la liste, que les autres personnes puissent se ranger derrière et qu'en un bloc, que nous...
ce dont je suis sûr, parce que j'ai fait une analyse très, très, très profonde des élections, même locales. Et j'ai dit que partout où l'opposition a gagné, c'est parce qu'elle a gagné par défaut. Parce que si on prend la somme, en tout cas des coalitions ou des partis qui sont allés aux élections et qui sont avec nous, si on fait le cumul, on devrait gagner. Voilà la raison pour laquelle je dis, soyons ensemble. Si le bloc est soudé, si on est unis derrière notre patron, qui est le patron, le président Macky Sall, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas, et très largement, ces élections législatives. D'accord. Alors la dynamique unitaire, c'est aussi un enjeu au niveau de l'opposition, parce que certains le disent d'ailleurs, c'est peut-être la solution pour aller vers ce qu'ils souhaitent. En tout cas, c'est une cohabitation. Vous pensez que ça peut être un danger pour vous? Oui, vous savez, j'ai dit qu'il y a une loi empirique qui dit la chose suivante. L'opposition fédère et le pouvoir divise. C'est une loi qu'on constate. Donc l'opposition toujours a tendance à fédérer parce qu'ils veulent quelque chose et ce qu'ils veulent, ils se disent il faut qu'on se mette ensemble pour l'avoir. Et le pouvoir maintenant suscite tellement d'ambition et de compétition que généralement il divise. Mais je dois pouvoir dire, sans juger les autres, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, nous avons besoin de revenir sur les fondamentaux. C'est quoi? Notre unité. Une unité indestructible, une unité autour de ce qui est essentiel, une unité autour des grands enjeux. Et je sais, et je le dis et je l'affirme, quand nous sommes unis, je crois que nous vaincrons parce que nous allons gagner la bataille. Ce ne sera même pas la mère de bataille, ce sera une petite bataille et nous allons l'emporter haut la main. D'accord. Alors, l'on s'achemine donc vers la fin de cette 13e législature. Certains tirent déjà un bilan qu'ils jugent d'ailleurs négatif, avec parfois des termes assez durs. Je n'irai pas jusque-là, mais ce n'est pas certainement votre avis. Mais non, ça ne peut pas être mon avis. Parce que juger une législature et juger des députés pris individuellement, je pense que ce n'est pas la même chose. J'ai l'habitude de le dire, chaque député, quand il se lève chez lui, nous, on ne peut pas contrôler comment il prend son petit déjeuner. Mais si nous regardons ce que nous avons fait dans ce pays, depuis le 14 septembre 2017, quand cette Assemblée a été installée, si nous faisons un parcours de certaines lois qui sont des lois extrêmement importantes, des lois qui ont permis véritablement de renforcer l'état de droit, mais aussi de renforcer la gestion, en tout cas des ressources, la gestion optimale des ressources. Je peux en citer quelques lois. Regardez la loi sur les PME, la loi que nous avons votée sur les startups, la loi, le code de l'électricité, qui est une loi quand même extrêmement importante et pour laquelle l'Assemblée d'ailleurs avait introduit une dizaine d'amendements pour simplement permettre au gouvernement de pouvoir atteindre ses objectifs. Si vous regardez la loi d'orientation sur l'économie solidaire et sociale, si vous regardez la loi sur le code pétrolier, avec les nouvelles découvertes que nous avons connues, le code gazier et même le code minier, qui a connu quand même des bouleversements extrêmement importants. Si vous regardez la loi sur la répartition des revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz, la loi sur le contenu local au niveau du pétrole, mais on va avoir aussi la loi sur le contenu local au niveau des mines. Mais alors, regardez-moi tout ça, regardez comment ces lois ont été enrichies dans le cadre des débats au niveau de l'Assemblée nationale, soit par des amendements, soit par les canaux que nous avons avec le gouvernement dans le cadre des échanges que nous avons, pour vous dire que nous sommes en train de bâtir une batterie vraiment de textes législatifs et réglementaires qui permettent véritablement à notre pays de pouvoir demain atteindre les mêmes. C'est très important, c'est un ensemble de lois votées qui vous permettent en tout cas de dire ou d'apporter des contre-arguments à ceux qui disent que bon, ça n'a pas été une bonne législature. Mais dans les critiques souvent aussi, on prend l'angle des rapports entre l'Assemblée et l'exécutif. Oui. On utilise le terme, par exemple, l'obligé, en parlant de l'Assemblée nationale, l'obligé de l'exécutif. Oui. Que pouvez-vous mettre sur la table pour démonter cet argument-là? Mais je ne cherche même pas à le démonter, parce que je ne connais pas de pays où l'Assemblée
ne travaille pas avec l'exécutif, l'Assemblée, la majorité ne travaille pas avec l'exécutif pour lequel ils sont ensemble. Je n'en connais pas. C'est logique. C'est totalement logique. Je serais vraiment... je serais en porte-à-faux avec moi-même. Si je devais vous dire ici, non. Nous sommes une majorité qui appuie l'exécutif dans la mise en œuvre des politiques publiques. Nous avons choisi le président de la République, quand je disais tout à l'heure. Pourtant, je suis un parlementaire, je suis un député, mais je parlais de notre patron, le président Macky Sall. Parce que je dois le dire comme ça. Oui. C'est ça la vérité. Il faut assumer ses responsabilités. Voilà la vérité. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de complexe. L'exécutif a besoin d'une majorité pour conduire la politique. Si les gens se battent en disant qu'ils veulent avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir cohabiter avec le président Macky Sall, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent que quand vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, mais vous êtes en train justement d'appuyer, vous allez appliquer votre politique. Oui. Voilà la vérité. Et c'est la raison pour laquelle non seulement nous devons continuer notre travail, mais nous devons nous mobiliser pour assurer une majorité, mais une majorité qualifiée. Quand je parle de majorité, je veux une majorité au moins au 3/5 pour le président Macky Sall. Parce que c'est ça qui lui permet de gouverner et de gouverner paisiblement et d'imprimer sa marque pour que le Sénégal puisse s'inscrire sur les rampes véritablement du développement. Oui, c'est vrai, hein? Un exécutif a toujours besoin d'une majorité pour gouverner. Oui. Mais là aussi, je reviens à ce qu'on dit souvent, c'est que les députés, l'Assemblée nationale est une représentation populaire. Je veux dire, c'est le peuple qui est représenté. Bien et sûr. Parfois, les députés eux-mêmes doivent, dans leur posture, montrer que c'est une assemblée qui est là pour défendre les intérêts des populations. Ça se fait. Mais ça se fait. Regardez, je vous ai donné des exemples. Je vous donne l'exemple, par exemple, du code de l'électricité. Vous savez, l'électricité, aujourd'hui, est devenue un enjeu majeur. Si vous connaissez bien le Sénégal, vous vous promenez, c'est maintenant une demande sociale dans tous les villages. Moi, je suis maire d'une commune. Chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour me dire que notre village n'est pas encore électrifié. On nous a amené un code de l'électricité. On nous a amené aussi une loi, justement, qui organise le secteur de l'énergie de façon globale. C'est cette loi-là, justement, qui organise comment on organise le secteur de l'énergie. Mais si vous saviez le nombre d'amendements que nous avons apportés dans cette loi, justement pour prendre en compte les besoins des populations, pour que les besoins des populations soient satisfaits le plus rapidement possible. Et ceci en cohérence avec l'option que le président a prise de faire de l'accès universel à l'énergie au plus tard en 2025. Oui. Mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Parce que souvent, on nous oppose la proposition de loi. Mais quand un Parlement, une majorité, vient justement pour faire un amendement d'amélioration d'une loi, mais c'est une proposition dans le cadre de la loi. La proposition de loi, elle n'a pas de... Elle n'est pas... Elle ne doit pas être une règle. Quand elle vient, on la met. Regardez, on nous a... Mais elle doit être aussi une preuve que les députés, justement, tiennent compte des préoccupations des populations. La preuve, c'est que nous avons des... Écoutez, Omar, et ça, je vous le dis très franchement, nous avons des passerelles de discussion avec le gouvernement. Vous croyez que le gouvernement prépare sa loi, va simplement au Conseil des ministres et puis dit, bon, voilà la loi. Non. Un gouvernement qui se respecte discute avec sa majorité à l'Assemblée nationale. Pour que, justement, que nous puissions apporter notre savoir-faire. Ce qui se voit, ce qui est vu par l'opinion, effectivement, c'est la plénière, où on voit les députés de la majorité défendre becs et ongles le représentant de l'exécutif. Oui, mais Omar, c'est tout à fait normal, parce que déjà, on discute au niveau des commissions. Oui. Dans les commissions, nous apportons parfois des amendements qui sont adoptés en commission. Quand ils sont adoptés en commission, ces amendements-là ne sont plus rediscutés en plénière. Oui. C'est pourquoi en plénière, nous avons déjà, nous, une position qui est déjà claire et qui est déjà affirmée. Mais vous voulez simplement... Et qui n'est pas forcément la position défendue en commission. Oui, qui n'est pas forcément la position qui est défendue en commission, parce que je vous dis qu'en commission, on peut même apporter déjà des amendements en commission. Une fois que les amendements sont apportés en commission, regardez par exemple pour l'exemple d'hier, quand il s'est agi de la loi justement sur le code électoral, là,
l'amendement a été apporté en plénière, c'est pourquoi on en a discuté. Oui. Mais il y a beaucoup d'amendements qui sont apportés pendant les commissions. Et en ce moment, elles sont intégrées, elles sont votées dans le cadre du rapport. Et quand on vient en plénière, ces amendements ne sont plus rediscutés. Voilà l'artifice. Mais sachez que nous sommes une majorité responsable qui prend en charge les préoccupations du peuple, qui pose les problèmes là où il faut les poser dans le débat d'orientation budgétaire, qui est une occasion pour nous de pouvoir inscrire dans le budget de l'État les préoccupations des Sénégalais. Mais maintenant, nous n'allons pas faire de la politique politicienne, qui consiste simplement à venir faire du spectacle, comme le font certains, alors avec une mauvaise foi parfois, qui est délirante. Parce que nous n'avons pas des convictions en caoutchouc. Nos convictions sont en ciment. Quand nous sommes convaincus, on y va. C'est les gens qui ont des convictions en caoutchouc, qui sont élastiques et qui, d'un jour au lendemain, peuvent changer. D'accord. Alors, avec l'évaluation des politiques publiques, les pouvoirs de l'institution parlementaire ont été étendus. Est-ce que là aussi, l'Assemblée s'est acquittée de ses missions sous cet angle-là? Oui, je dois dire qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que d'abord, il fallait mettre en place les outils. Parce que vous savez, cette réforme constitutionnelle, à cette réforme constitutionnelle est venu se greffer ce qu'on a appelé les budgets programmes. Nous avons mis en place donc des mécanismes et je crois que la Covid ne nous a pas aidés à mettre en place justement tous ces mécanismes qui devraient nous permettre de faire ce travail-là dans les règles de l'art. Mais nous y préparons et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui doivent nous permettre de le faire avec beaucoup plus d'efficacité. Mais je dois par exemple vous parler de la mission qui a été faite, par exemple, sur les inondations. C'était une mission dont les conclusions ont été remises au président de la République. Une fois qu'elles ont été remises au président de la République, ça a été distribué au niveau de l'ensemble du gouvernement par les propositions pertinentes que l'Assemblée a apportées dans le cadre de l'évaluation de la gestion du programme décennal de lutte contre les inondations. Ça a été un document de référence. Voilà, ça c'est un travail que le Parlement a fait dans sa diversité, mais qui a apporté aussi vraiment des réponses concrètes pour justement soulager les populations et aider le gouvernement à mieux cerner la problématique justement des inondations et apporter des solutions. C'est une preuve d'évaluation des politiques publiques. C'est une preuve d'évaluation des politiques publiques. Et ça a été fait. D'accord. Finalement donc, contrairement à ce que certains disent, ça a été une bonne législature. Mais écoutez, je suis affirmatif à 100%. Vous savez, moi, je ne peux pas juger les députés pris individuellement. Si vous les prenez, vous avez dans un camp et dans l'autre des gens qui ont des comportements qui parfois même... Parce que l'image que certains donnent, oui, en tout cas lors des plénières... Oui, ça heurte ma conscience. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la démocratie. Parce que dans le critère de choix des députés, on dit simplement qu'ils ont été investis, ils ont eu en tout cas le quotient qui leur permet de venir siéger à l'Assemblée nationale, ils viennent siéger. Donc, ce n'est pas des tests psychotechniques, ce n'est pas aussi des tests intellectuels. Hein. Chacun vient et chacun est représentatif de son département ou en tout cas de la coalition dans laquelle il a été investi sur la liste nationale. Il faut qu'on l'accepte tel quel. On ne va pas changer le monde. Dans toutes les assemblées du monde, vous trouverez des bons, des moins bons. Ça existe partout. Par contre, si vous me demandez de vous dire mon appréciation globale sur le travail qui a été effectué dans cette 13e législature, du 14 septembre où on a été mis en place à la date d'aujourd'hui, je dis que nous avons fait un excellent travail et nous l'avons fait dans la grande cohésion et nous l'avons fait aussi dans le respect, en tout cas de la diversité, dans le respect de l'opposition, mais nous sommes toujours droits dans nos bottes et nous avons avancé pour que les politiques publiques, en tout cas qui sont déjà définis par le président de la République, puissent se mettre en place pour que notre pays puisse s'installer sur la rampe de l'émergence économique. D'accord. Merci beaucoup, Président Aïmérou Gningue. Je dois préciser que vous êtes le maire de Mérina Dakhar. À la suite donc des élections locales dernières, vous avez rempilé. Là-bas aussi, il y a des défis, hein, comme dans toutes les communes rurales d'ailleurs. Beaucoup de défis, mais je voudrais d'abord en profiter pour saluer mes compatriotes de Mérina Dakhar.
qui m'ont fait l'honneur de m'élire en 2009, de me donner encore le mandat en 2014 et encore une fois en 2022. Voilà, je dois les remercier et leur dire que les défis, nous allons les relever ensemble. Je connais bien les problèmes qu'il y a dans le Cayor de façon générale, parce que je ne vais pas me cantonner simplement à Dakar. Je vais parler du Cayor de façon globale. Je connais les défis. C'est des défis qui concernent la mobilité, c'est des défis de l'électrification, c'est des défis de la santé, de l'éducation. Nous allons travailler ensemble. Parce qu'avec le président Macky Sall, jamais nous n'avons atteint ce que nous avons pu obtenir en 10 ans. Alors, je pense que si ça continue, ça devrait nous permettre de sortir carrément de l'ornière. Et ça, c'est notre plus grand souhait. Merci. Merci Aïmerou Gningue, maire de Mérina Dakhar, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.